Bonsoir, on est le 12 mai 2022 et comment je vais appeler ça? Je vais appeler ça le maillon le plus faible, Bitcoin et compagnie. Voilà. Alors il faut remonter d'abord un peu dans l'histoire pour comprendre comment ça marche, toutes ces pseudo-crypto-monnaies. Quand je dis pseudo, c'est parce que crypto, oui, bon, c'est parce que c'est voilà, l'information est cryptée, mais c'est pas des monnaies du tout. Ce sont des jetons. Moi, j'ai appelé ça dès le début des jetons commercialisables. Et effectivement, c'est ce que c'est. C'est comme voilà, c'est comme des jetons au casino. C'est comme comment on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle quand on des fiches. Voilà, des fiches quand on joue. Euh, ça vaut ce qu'on a décidé que ça valait, comme de l'argent du Monopoly exactement aussi. Alors, on remonte un peu dans l'histoire. Alors, on nous dit l'invention de la monnaie papier, c'est un certain John Law au XVIIIe siècle. Et c'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce que de la monnaie papier existait en Chine depuis très 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 longtemps. Mais enfin bon, on parle de chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la monnaie de John Law? John Law a émis au XVIIIe siècle, à la demande, si j'ai bon souvenir, c'était de Louis XV, a émis une monnaie papier, voilà. Et ça a fonctionné pendant un certain temps. C'était, si j'ai bon souvenir, c'était un Écossais. Et ça a fonctionné pendant un certain temps. Et on nous disait, enfin on n'était pas là nous, mais on disait aux gens de l'époque, on leur disait que la valeur de ce Bitcoin, de, ce, de cette monnaie de John Law, que c'était adossé à la richesse créée en Louisiane, voilà, qui était une colonie française bien entendu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des voyageurs qui sont revenus de Louisiane et ils ont dit, on leur a demandé à quoi ça ressemblait. Ben, ils ont dit c'est essentiellement des marais, des marécages avec des alligators et, euh, et la confiance dans la monnaie de dans l'eau est dégringolée. Alors, on a remis ça à la Révolution française. On s'est dit, on a une très grande richesse, ce sont les biens séquestrés, les biens confisqués de l'aristocratie en fuite et de l'Église. Voilà, alors ça c'est beaucoup d'argent. Potentiellement, on va adosser l'assignat à cela. Et bon, on l'a fait, on a commencé par faire ça. C'était l'époque de Necker, donc le Genevois qu'on avait rappelé. C'est extraordinaire cette histoire. Donc il était ministre sous Louis XVI, mais la Révolution l'a rappelé en raison de ses compétences. Et donc on gère l'assignat plus ou moins bien. Et un jour, M. Mirabeau dit il faut en imprimer bien plus parce qu'on en a besoin de bien davantage. Et les technocrates de l'époque disent oui, mais c'est adossé à une richesse dont la valeur est limitée, on ne peut pas imprimer ça. Mirabeau a dit non, 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 on a imprimé bien davantage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est écroulé. Alors, le système de l'assignat, d'abord, ils m'ont bien entendu. Alors, on vous dira, oui, mais les Britanniques imprimaient des faux assignats. Oui, bien entendu, ça a joué aussi. Mais c'est simplement que quand on imprimait de plus en plus, cette idée que c'était adossé à une véritable richesse prenait du plomb dans l'aile. Alors, on a commencé à émettre des monnaies papier par la suite en disant que c'était adossé à une richesse effective qui était des provisions d'or dans les caves, dans les coffres-forts de la Banque de France ou de la Banque centrale du pays en question. Et ces réserves existaient, c'était Fort Knox aux États-Unis, et cette richesse existait effectivement. Et si vous aviez un certain nombre de billets, pas si vous aviez 50 centimes, mais si vous aviez un certain nombre de billets, vous pouviez vous rendre à la Banque centrale et échanger votre collection assez considérable de billets contre effectivement de l'or. Et donc la garantie était là. Après, on a abandonné les talons or, comme on dit, et on s'est dit que ce qui représentait la contrepartie d'une monnaie, c'était la richesse nationale. Voilà. Et bon, les gens trouvaient ça assez vraisemblable. D'ailleurs, on le voyait bien, quand la richesse nationale était en train de s'effondrer, il y avait une panique à propos des billets, on avait le sentiment que ça valait plus grand-chose. Et donc voilà, le système fonctionnait sur cette idée
d'une monnaie adossée à une véritable richesse, même si c'était plus des pièces et des lingots d'or, etc. C'était la richesse nationale. Le système, on appelle ça une monnaie fiduciaire, on appelle ça toujours une monnaie fiduciaire, fondée sur fiduciaire, sur la confiance, une monnaie fondée sur la confiance. Sont apparus le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, de jetons commercialisables. Et là, on nous a dit, c'est adossé à rien du tout. Ça repose uniquement sur la confiance. Mais la confiance doit être absolue parce que le système est crypté et il y a un machin qui s'appelle la blockchain qui est tellement étanche, qui est tellement difficile de bidouiller que la confiance, elle doit être mise dans le fait que le système est parfaitement au point et qu'il ne peut rien se passer. Bon. Alors il y a le Bitcoin et puis il y en a d'autres et en particulier il y en a une qui s'appelle le Tether. Je suis allé regarder comment on traduisait ça en français, parce que je sais ce que c'est le tether. C'est un cordon qui relie quelque chose à quelque chose d'autre. Et par exemple, on peut dire que le cordon ombilical est un tether, ou alors quand on voit des gens qui sont en train de réparer une fusée ou une station quelque part dans l'espace, ils sont reliés par un câble, et on appelle ça, ce câble, on appelle le tether. Quand je regarde la traduction en français, on dit lien ou attache, bon, c'est pas très convaincant. C'est quelque chose voilà, qui relie véritablement, et pas, il y a peut-être du sang qui circule à travers ça, comme dans le cas d'un cordon ombilical. C'est un câble qui est essentiel, puisque si on est en train de réparer quelque chose sur la fusée et qu'on doit revenir à l'intérieur, et si vous avez lu les aventures de, c'était dans Objectif Lune ou bien dans, non, ça devait être On a marché sur la Lune, vous savez que c'est très dangereux évidemment que le câble soit coupé. Ou un très beau film sur une catastrophe dans l'espace qui s'appelait Gravity, où vous voyez ce type de problème. Alors, le Tether, c'est une monnaie, pseudo-monnaie, crypto-monnaie, mais qui garantit que ça vaut $1. Alors vous vous dites à quoi ça sert. Apparemment, ça ne sert pas à grand-chose. Si, parce que si vous êtes en train de faire des échanges entre différentes crypto-monnaies, je vais quand même les appeler comme ça, vous pouvez à tout moment aller échanger ce que vous avez contre du Tether, qui est appelé stable coin. Coin, c'est une pièce de monnaie. Stable, c'est le mot pour stable. Il est stable, c'est-à-dire que pendant, en tout cas, le temps où vous gardez du tether, comme un tether vaut $1, eh bien, c'est comme si vous aviez la richesse équivalente en dollars. Alors, c'est très important évidemment que le tether continue d'avoir une valeur qui soit le dollar est véritablement équivalent d'1 $. Ces jours derniers, c'est tombé à 95 centimes. Et ça nous rappelle quelque chose de 2008. Qu'est-ce qui a déclenché la crise des subprimes? Bon, c'est le manque de confiance dans le fait qu'on prêtait de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas rembourser, etc. Mais le jour où ça s'est écroulé, c'était par rapport aux money markets, les money markets aux États-Unis. Et figurez-vous que c'était exactement la même histoire, que les money markets garantissaient que c'était en fait une obligation très court terme, mais que ça valait véritablement $1. Et qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2008? Ça valait plus exactement le dollar, je crois que c'est tombé à 97 centimes. Mais comme il y en avait énormément, cette différence de 3 centimes multipliée par le nombre d'opérations qui avaient lieu ouvertes sur ce marché des money markets a fait une catastrophe. Et là, il est en train de se passer exactement la même chose sur le marché des bitcoins. La différence, c'est que le dollar, on peut encore lui accorder une valeur, comment dire, une confiance, voilà, parce qu'il y a l'économie, effectivement, des États-Unis en arrière-plan. Le bitcoin et les autres monnaies, il n'y a absolument rien, il n'y a que la confiance. Alors, le marché de ces crypto-monnaies, de ces crypto-jetons commercialisables, ils représentent en ce moment, c'est de l'ordre de 2 trillions de dollars. Alors 2 trillions de dollars, c'est 2000 milliards de dollars. Comment ça se compare avec le marché des subprimes? Le marché des subprimes, c'était 1,3.
milliers de milliards de dollars. Donc c'est plus que le marché des subprimes. Le marché des subprimes, il restait adossé de toute manière quand même à des maisons qu'on pouvait éventuellement revendre. Je vous rappelle que le système aux États-Unis, ce n'était pas un système de prêt hypothécaire. La personne qui obtenait un prêt d'une banque ou d'un organisme équivalent pour avoir un prêt sur la maison, la propriété de la maison restait celle de la banque jusqu'au dernier jour, jusqu'au moment où le dernier penny, où le dernier cent était remboursé. Ce jour-là, la banque vous envoyait le titre de propriété de votre maison, ce que vous aviez considéré comme votre maison jusque-là, mais en réalité, ça appartenait à la banque et c'est ce qui a permis que les personnes qui quittaient, voilà, qui abandonnaient leur maison pouvaient le faire. Elles ne devaient rien à la banque, elles devaient simplement aller déposer les clés dans une boîte devant la banque et ça suffisait, on ne les poursuivrait pas. C'est très différent de la France où quand vous empruntez pour une maison, vous devez cet argent. Et s'il se passe quelque chose, il faudra qu'on trouve un moyen, vous trouviez un moyen de rembourser cet argent. Ce n'était pas le même système aux États-Unis. Donc maintenant, du côté des crypto-monnaies, quelque chose qui vaut plus que le marché des subprimes, dont on avait quand même remarqué qu'il avait provoqué la crise des subprimes. C'est ça qui m'avait permis d'écrire en 2005-2006 un ouvrage où j'expliquais le lien entre ce marché des subprimes et le reste de l'économie américaine, et que je vais appeler ça la crise du capitalisme américain, parce que je voyais le lien entre un possible écroulement de ce secteur. Pourquoi est-ce que je voyais? Parce que je travaillais là-dedans. Ou en tout cas très proche, puisque je travaille essentiellement dans le prime, mais ensuite un peu dans le subprime aussi, et donc je pouvais dire, casse-cou, ça va s'écrouler. Alors, vous pourriez dire, ces crypto-monnaies, tant pis pour les gens qui ont cru à ça, c'est purement spéculatif, c'est de l'ordre de la tulipomania au XVIIe siècle aux Pays-Bas, ou un marché purement spéculatif, en principe sur les bulbes de tulipes, mais enfin bon, tout le monde comprend que c'est du même niveau que sur des croûtes sur le marché de l'art en ce moment, c'est simplement faire monter les prix sur quelque chose, quelle que soit la chose en question. Et ici, c'est donc sur des pseudo-monnaies, sur des fiches, voilà, sur des jetons de casino. Et ce marché s'est développé, il a pris une taille considérable. Alors vous me dites, bon, c'est normal, pourquoi vous appelez ça le maillon le plus faible? C'est le maillon le plus faible parce que le jour où les gens n'ont plus d'argent, ou ils commencent à regarder de nouveau ce que ça vaut véritablement les choses, par exemple parce qu'il y aurait une inflation importante soudain, parce qu'il y aurait eu des ruptures de stock sur ceci ou cela, quel est le marché, quels sont les premiers marchés dont les gens vont se retirer? Celui de l'art, entre guillemets, sur des croûtes qu'on s'échange, simplement des gens qui considèrent que ça vaut quelque chose, ces croûtes, parce que les noms, voilà, parce que ça s'appelle Jeff Koons, parce que ça s'appelle Damien Hirst, etc. Je ne dis pas que Damien Hirst n'a aucun mérite sur le plan artistique, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Quand la confiance reflue parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a des sanctions économiques, parce qu'il y a de l'inflation, parce que justement c'est les conséquences d'une pandémie encore, bien qu'elle se termine, mais d'une guerre qui gèle entièrement le marché du grain dans le pays qui est envahi par un voisin, etc. Le maillon le plus faible, ça va être quoi? Ça va être le truc qui repose uniquement sur la confiance, bien entendu, et sur absolument rien d'autre. Les gens qui ont de l'or, ils vont le garder et ils vont considérer que ça vaudra toujours ce qui était évidemment l'équivalent de ce que les banques disaient. Vous pouvez échanger ça contre de l'or. Et en situation de crise, vous le savez bien, le prix de l'or va augmenter parce que les gens considèrent que on va continuer de faire confiance à l'or, c'est un truc qu'on peut transformer facilement, on peut en faire des bijoux, puis quand on n'a plus envie que ce soit des bijoux, on le refond, on a toujours de l'or, un métal imputrescible, comme on dit, mais aussi qui ne s'oxyde absolument pas et qui garde son apparence, qui a conduit au mythe de l'Eldorado et à l'invasion de toute l'Amérique du Sud à une époque pour trouver de l'or. Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Le problème, c'est que ce Tether, cette fameuse monnaie, ce stablecoin,
Ce sont des gens qui ont dit, si on peut garantir que ça vaut toujours 1 dollar, c'est parce que quoi? Ils prétendent que ce lien, ce cable, ce tether, ce cordon, il y a un cordon avec l'économie. Ils disent qu'ils ont en réserve des vraies obligations américaines pour garantir que ce truc va toujours 1 dollar. Je viens de retrouver, c'était en 2021, c'était l'année dernière, une enquête du Financial Times pour savoir combien les gens qui organisent ce Tether, combien de garanties, de réserves ils avaient par rapport. Et le chiffre, c'était 2,9%. C'est-à-dire que la richesse, je dirais en confiance qu'on peut faire dans les obligations américaines, ne représente que 2,9% de la somme qui est entièrement garantie par ça. 2,9% par rapport à 100, ça fait un effet de levier assez considérable. Bon, on multiplie à peu près par 33. Il faut vraiment avoir vraiment confiance pour considérer que quelque chose qui vaut 33 fois moins que ce qu'on vous dit, ce soit une garantie suffisante. Alors, si on a des problèmes avec ce tether, ces gens ils vont devoir revendre, le truc qu'ils ont garanti. Bon, évidemment, 2,9% du total, c'est pas énorme quand même, mais ce sera un certain nombre d'obligations qui pourraient se retrouver quand même sur le marché. Si bien que ce soir, on est très inquiet qu'on ait de nouveau quelque chose qui ressemble un petit peu au subprime qui soit en train de se développer. Et la ressemblance n'est pas fortuite, puisque je viens de vous dire, il y a cette question de quelque chose auquel on faisait confiance, à l'idée qu'on pouvait toujours, en toutes circonstances, l'échanger contre la valeur d'un véritable dollar. Et en ce moment, cette confiance n'existe plus sur ce marché qui représente une somme plus importante que celui du marché des subprimes. Donc, on est très inquiet en ce moment sur le marché financier que le maillon le plus faible, le Bitcoin et compagnie, tous ces trucs qui sont des jetons commercialisables et qui n'ont aucune valeur intrinsèque en réalité, que les gens ne cessent d'avoir confiance là-dedans et que ce 3 000 milliards de dollars s'évapore en fumée. Alors, un certain nombre de gens se plaindraient en disant oui, mais on nous a dit que c'était bien pour investir. Madame Nabila en particulier, vous le souvenez, a fait beaucoup de publicité en disant vous êtes vraiment un crétin, vous n'avez pas compris qu'il faut acheter du Bitcoin et des machins comme ça. À cette époque-là, et déjà avant, il y a un certain nombre de personnes relativement raisonnables, dont M. Paul Jorion, qui vous ont dit c'est de la spéculation pure et simple. La valeur de ça peut tomber à zéro. C'est pas un endroit pour mettre ses économies. Mais bien entendu, des personnes comme cela n'auront pas été écoutées, puisqu'il y a plein de gens à côté qui vous disaient quel imbécile, il ne comprend pas qu'on peut devenir très riche avec des trucs comme ça. Oui, mais si on a mis toutes ces réserves, toutes ces économies là-dedans, on peut aussi, et c'est ça le danger que je dénonce depuis un certain nombre d'années, devenir très pauvre parce qu'on n'aura plus rien. Bon, voilà. Allez, bonsoir. Ceux qui ont des bitcoins et compagnie, j'espère pour eux que ça ne va pas s'écraser entièrement, cracher entièrement dans les jours qui viennent. Mais je ne suis pas tout à fait, confiant. Question de confiance. Et j'ai de mon côté quand même le Wall Street Journal, le Financial Times, un certain nombre de gens qui réfléchissent à ce qu'on appelle la valeur des choses et que si c'est adossé à quelque chose qu'on pourra toujours revendre, on peut lui faire davantage confiance qu'à quelque chose qui repose uniquement sur la confiance des gens. Et cette confiance des gens, ça peut, pouf, s'évaporer. Allez, à bientôt.